Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bon, on a retrouvé Thomas Binet pour parler de notre argent. Qu'est-ce qu'on en fait ce matin ? On va parler d'or, surtout, leur refuge en cette rentrée à haut risque. Et on va recevoir Pierre-Emmanuel Jus, directeur délégué de Maslow, plateforme digitale de vente de logements. On va parler de la situation actuelle de l'investissement en immobilier neuf et de la meilleure façon d'investir. Et Marion Chapelle-Massot, notre experte en gestion de patrimoine, qui va nous parler de ce qu'il faut faire pour nos enfants sur le plan financier. Allez, tout de suite, c'est parti. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, aujourd'hui, votre conseil porte sur un sujet qui brille de mille feux. C'est le cours de l'or qui ne cesse de grimper. Mais pourquoi cet engouement soudain pour ce métal précieux ? Bien, Jean-Marie, parce que l'or est en pleine forme. Plusieurs facteurs, d'ailleurs, expliquent cette hausse spectaculaire. Tout d'abord, le contexte géopolitique actuel qui est très incertain. Les tensions internationales, les conflits créent un climat de peur et d'incertitude. Alors, dans ces moments-là, généralement, l'or est considéré comme une valeur refuge. C'est un peu comme une assurance-vie pour son patrimoine. Et en toute logique, c'est un réflexe naturel pour les investisseurs de se tourner vers l'or en période de turbulence. Absolument. L'or est un actif tangible qui a traversé les siècles et qui a tenu toujours sa valeur. De plus, la politique monétaire des banques centrales encourage les investisseurs à chercher des alternatives. L'or qui ne rapporte pas d'intérêt devient alors une option intéressante pour ceux qui veulent se protéger de l'inflation. Alors, est-ce que c'est le moment d'investir dans l'or, Thomas ? Est-ce que tout le monde peut se lancer ? C'est une question que beaucoup de personnes se posent d'ailleurs. L'or est un investissement de long terme, ce n'est pas un placement spéculatif. Il est conseillé de l'intégrer dans un portefeuille diversifié. Et rassurez-vous, il n'y a pas besoin forcément d'être un grand connaisseur pour se lancer. Aujourd'hui, on peut acheter de petites quantités d'or sous forme de pièces, par exemple, et des tiers de confiance qui existent pour vous accompagner dans cette voie. Il faut savoir quand même que pour bénéficier d'une taxation réduite à 0, il faudra conserver votre or pendant 22 ans. Eh bien, on sera précautionneux, tout simplement. Tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. Avec l'invité de la semaine qui n'est autre que Pierre-Emmanuel Jus. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes le directeur délégué de Maslow, plateforme de vente 100% digitale dans le domaine de l'immobilier neuf et de l'ancien, récent. Vous avez dans votre portefeuille 15 000 logements, c'est considérable et vous êtes l'invité de Thomas Binet. Vous travaillez avec les principaux promoteurs immobiliers. Alors en cette rentrée, je le disais il y a un instant un peu particulière, quelle est l'ambiance dans la profession ? L'ambiance est forcément difficile. Pascal Boulanger s'est exprimé hier. Parce que Président de la Fédération des promoteurs. Exactement. Il a sorti le rapport du deuxième trimestre 2024 qui confirme la tendance déjà depuis des mois, c'est-à-dire une panne d'offres et une panne de demande, et donc notamment des mises en vente qui s'écroulent de 42% par rapport à une année 2023 qui était la pire année. Donc le marché est bloqué, puisque lorsqu'on est promoteur, on a besoin de vendre en résidence principale, à des investisseurs, à des institutionnels, et ces trois marchés sont grippés. Alors vous avez également une casquette de courtier, je viendrai justement vous entendre sur le sujet. Certains secteurs prévoient une accélération de la baisse des taux passant sous la barre des 3% en 2025, ce qui est a priori une bonne nouvelle. Du coup, il serait urgent d'attendre pour acheter. Il faut attendre que ça baisse en fait. Alors je dirais qu'il faut rappeler que les taux de crédit sont donnés par les banques en fonction aussi de l'OAT 10 ans. Donc ça, c'est la dette souveraine de la France. Donc la dette, sans doute, est un sujet avec le gouvernement en place. Donc on va voir. Aujourd'hui, le taux de refinancement des banques est inférieur à 3%. Ce qui va faire baisser l'OAT, c'est la baisse de l'inflation. Donc normalement, ça devrait poursuivre la baisse. Ça a déjà bien baissé puisqu'on a perdu 1 point sur l'année 2024. Alors est-ce que les prix vont baisser ? Parce que c'est une question que tout le monde se pose assez fréquemment et pas moins aujourd'hui en période de rentrée. Alors ils ont déjà baissé, si on parle du marché de l'ancien, notamment tout ce qui est passoire énergétique, il y a aujourd'hui un arbitrage sur le prix qui est fort puisque les travaux coûtent évidemment très cher. Sur le neuf, il y a un point de résistance qui est haut puisque le terrain ne baisse pas, la masse salariale ne baisse pas, les contraintes techniques et environnementales, la RE 2020, le fait d'avoir une performance énergétique de son logement, une surface de son logement plus importante font qu'il y a des coûts incompressifs. Pour autant, les promoteurs sont bien obligés de trouver des sorties. Donc, soit ils vendent à la Caisse des dépôts et consignations, mais ils dégrafent leur prix de 20%. Soit ils s'adressent aux particuliers. Aujourd'hui, il y a des offres commerciales qui sont quand même intéressantes pour encourager les investisseurs ou les propriétaires à acheter des logements neufs. Alors, on parle d'investissement. Je voudrais vous entendre sur le dispositif Pinel. Il s'arrête normalement à la fin de l'année. Certains professionnels, d'ailleurs, s'expriment en disant il faut le proroger, il faut continuer. Faute de mieux, quelque part, puisque rien n'a été prévu sur le sujet. Alors, d'abord, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de
vouloir le prolonger, tout en sachant que pendant des années, je me permets d'intervenir sur ce sujet en étant très précis, on a vendu plutôt de la défiscalisation que du placement, alors que le fond de la situation, normalement, c'est on fait un placement. On n'achète pas un appartement pour défiscaliser. Ça, c'est peut-être la cerise sur le gâteau. Alors, vous pensez quoi de cette ambiance? Vous pensez quoi du dispositif Pinel? Faut le proroger ou pas? Évidemment qu'il faut le prolonger. Pourquoi il faut le prolonger? Parce que ça permet de construire des logements. La Cour des comptes s'est exprimée également hier. Elle a détruit ce dispositif de rapport en rapport depuis 2018. Ouais. Et hier, elle dit bon, alors finalement, ça a permis de construire 50 000 logements. Ça permet de sortir des promotions. Ça permet de financer le logement social. Ça met aussi des logements sur des zones qui sont tendues. Et je rappelle également que les loyers sont plafonnés dans le dispositif Pinel. C'est 15 à 20% en dessous du prix du marché. Et on sait que le marché locatif est très tendu. Je le répète, pour sortir un immeuble de 50 lots, il faut de la résidence principale. Donc, quelle est la politique sur le prêt à taux zéro? Il faut de l'investisseur privé, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. L'investisseur privé, il a besoin de lisibilité et de rentabilité. Le dispositif Pinel peut l'encourager. Je suis d'accord avec vous, la défiscalisation n'est qu'un argument supplémentaire. La bonne question à se poser, c'est est-ce que l'appartement que j'achète est au bon prix, au bon endroit, sur le bon marché? La loi Pinel, c'est est-ce que moi je paye des impôts? Est-ce que ça a un intérêt pour moi ou pas? Alors, on voit bien qu'il y a une pénurie quand même de logements en location. Alors du coup, si demain je vais acheter un appartement, je prends aucun risque pour trouver un locataire. Donc j'ai plutôt intérêt à y aller, au-delà même des dispositifs. Oui, c'est vrai que le marché se tend de plus en plus. Il y a même des marchés qui étaient finalement peu tendus, qui le deviennent évidemment. Alors, quand même, lorsqu'on est investisseur, puisque c'est aussi le sujet de l'intervention, c'est de se dire, réfléchissons à la profondeur du marché. Il faut que je revende mon bien. Dans une ville, je ne sais pas si vous prenez Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Lille, est-ce que le marché a baissé? Oui. Est-ce que le nombre de transactions a baissé? Oui. Mais pour autant, il reste un volume de transactions qui est important. Si je m'en vais dans des villes qui font 20 ou 30 000 habitants, même si la tension locative n'existait pas, elle devient un peu vraie. Quand je voudrais revendre, j'aurai moins d'acquéreurs quand même. Donc la vigilance sur la tension locative reste quand même quelque chose d'important à surveiller. En d'autres termes, c'est un marché à observer de très près qui va évoluer dans les prochains mois. On vous recevra à une autre occasion pour savoir un petit peu comment ça évolue. Merci à vous. Merci Pierre-Emmanuel Jeu. Je rappelle que vous êtes le directeur délégué de Maslow. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir. Le coin de l'expert. En compagnie de l'experte du jour, c'est Marion Chapelle-Massot, notre experte en gestion de patrimoine et dirigeante du cabinet de Carillon Gestion Privée. Alors vous allez, mon cher Thomas, avec Marion, nous parler de ce qu'on peut envisager pour nos enfants. Oui Jean-Marie, parce que c'est la rentrée des classes, ça n'a échappé à personne et les Français sont nombreux à se demander ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire pour leurs enfants mineurs. Alors justement Marion, vous êtes aux premières loges en votre qualité de gestionnaire de fortune. Que conseillez-vous à vos clients dans ce domaine ? Eh bien, dans un premier temps et de façon très pragmatique, nous leur conseillons d'ouvrir un compte courant, un compte dit jeune, à la banque pour leurs enfants de plus de 12 ans. Puisque rappelons-le tout de même qu'il est possible d'ouvrir un compte à des enfants dès sa naissance, mais qu'il ne pourra obtenir un moyen de paiement qu'à partir de 12 ans. Alors, quels sont les avantages de procéder de cette manière ? Eh bien, les avantages pour moi sont multiples. Ça permet de verser déjà un argent de poche par virement et donc l'adolescent va pouvoir gérer et ses parents par ailleurs vont avoir aussi la possibilité de contrôler les dépenses puisque le paiement sans contact va certainement s'opérer pour les petites dépenses. Ensuite, ça permet aussi aux parents de comprendre le comportement financier des enfants et ça peut être source de discussion en tout cas en matière d'éducation financière. Mais il y a forcément des inconvénients s'il y a des avantages. Absolument. Alors, l'inconvénient majeur que je vois et aussi dans la pratique, ce sera pour les couples divorcés. Parce que souvent, le compte de l'enfant demeure un compte commun et donc cela demande une entente sur le plan du montant, de l'argent de poche versé, etc. Puisque jusqu'à 16 ans, les parents peuvent utiliser l'argent déposé sur ce compte. Donc, même si l'utilisation est limitée aux dépenses concernant l'éducation et l'entretien. Alors là, on vient de parler du compte courant, mais il y a aussi les produits d'épargne. Peut-on ouvrir un PER, par exemple, un plan d'épargne retraite pour son enfant mineur ? Alors, on pouvait, mais désormais, c'est interdit pour les mineurs. Il était jusqu'à présent, évidemment, un excellent moyen de doter les enfants sans qu'ils puissent abuser de l'épargne transmise. Mais malheureusement, depuis le 1er janvier 2024, cela n'est plus du tout possible. Et si certains mineurs ont déjà des plans d'épargne retraite, donc PER d'ouvert,
eh bien, ils ne peuvent plus effectuer de versement dessus. Ils devront attendre leur majorité. Merci Marion. Merci à vous aussi Thomas Binet. On vous retrouve Jean-Marie. dimanche prochain avec plaisir et puis on verra si notre argent a fructifié. D'ici là, à bientôt. À bientôt. Merci. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.